Alors d'abord, le bâtiment, habitat bâtiment intelligent, bon, je ne sais pas si tout le monde est vraiment tout à fait au fait de ce que ça représente, c'est pour ça que j'ai utilisé ce schéma. D'abord, c'est les utilisateurs. Hein. On est tous utilisateurs d'un habitat, d'un bâtiment, en sachant que les évolutions en cours actuellement sont très fortes, notamment au niveau de la réglementation, et les besoins de ces utilisateurs seront nécessairement de plus en plus pris en compte. Donc ça veut dire que ces besoins, il va falloir les traduire en termes de services, et ces services, alors qui peuvent être très diversifiés. On peut envisager de faire du pilotage énergétique en temps réel. Il y a un certain nombre de travaux qui sont faits actuellement sur ce secteur, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'hospitalisation à domicile, par exemple, pour la santé. Et puis ça peut être aussi la gestion du confort. On aime bien tous avoir chaud, être à l'aise quand on rentre chez soi. Et ces services, eh bien, on va les mettre en œuvre à travers un certain nombre de fonctions. Donc on retrouve un peu la démarche de tout à l'heure pour la robotique. Hein. Le bâtiment intelligent, on pourrait le voir aussi comme un robot un peu sophistiqué, étendu, pourquoi pas. Et donc ces fonctions, elles vont permettre de faire de la régulation, que ce soit la température, l'hygrométrie, mais aussi de plus en plus de la communication. Ça, c'est aussi important. Je crois qu'on a beaucoup ici à voir, par exemple, Internet ou des systèmes de communication divers et variés. Ces fonctions, elles vont faire appel à un certain nombre d'équipements, là aussi divers et variés. Alors, je n'ai pas cité de robots, j'aurais pu, qui vont utiliser, eux, des systèmes d'information, là aussi de toute nature. Hein. Ça peut être, bon, alors il y a évidemment des données techniques, mais aussi des données environnementales. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le bâtiment, maintenant, n'est plus considéré comme un élément isolé, mais en particulier par la mise en place de ce qu'on appelle les smart grids ou réseaux intelligents, eh bien, le bâtiment va être de plus en plus amené à prendre en compte son environnement en termes de conditions physiques, en termes de connexion, connectivité avec d'autres bâtiments. Et puis tout ça, ça doit être mis en œuvre, ça doit être réalisé, ça doit être conçu, et ça, c'est le rôle d'un certain nombre d'acteurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, etc. Alors le cluster, tout au moins dans notre esprit, mais ce terme-là n'est pas de mon cru, c'est ce qu'on retrouve pratiquement dans tous les types de clusters. L'idée première du cluster, c'est de valoriser. Alors la valorisation, elle va être économique, elle va être parce que la vocation première d'un cluster, c'est le développement économique, en particulier d'une filière. C'est aussi sociétal, puisque c'est amené à rendre un certain nombre de services. C'est scientifique. Moi, en termes de chercheur, je suis aussi intéressé par cet aspect scientifique et technologique, parce que c'est, bien sûr, développer des produits qui devront être commercialisés. Alors, j'aurais pu rajouter pédagogique, parce que on se rend bien compte que par la diversité, la complexité croissante des installations, des équipements qui vont être mis en œuvre, eh bien, on a besoin des compétences pour ces problèmes de conception, de réalisation, et ça, tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Un bâtiment, c'est 50 ans, donc il faut en assurer la maintenance, la transformation et la destruction intelligente, avec des contraintes maintenant liées, contraintes européennes liées au développement durable. Alors, finalement, un cluster, c'est un fédérateur. Il y a cette idée de filière et de mise en réseau d'entreprises, de laboratoires, etc. Donc des différents acteurs qui sont à différents degrés intéressés et concernés par ce domaine. C'est aussi un facilitateur. Tout à l'heure, on parlait juste à l'instant de dire eh bien, il faut faciliter la mise en relation entre des laboratoires de tout type, de toute nature, de toute section avec les entreprises. Et c'est aussi un rôle, pour nous, un rôle du cluster de favoriser ces coopérations sous la forme de projets. C'est ce qu'on va rechercher. Et puis, c'est aussi un outil de transfert technologique qui doit permettre à la fois aux entreprises, mais aussi aux usagers, de bénéficier de ces innovations. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi un cluster HBI dans le Nord-Pas-de-Calais ? Il y a une réponse brutale qui consiste à dire, eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, c'est une première réponse, mais certainement insuffisante. Alors, ce qu'on a pris en considération, c'est deux choses. D'abord, il y a un contexte général, que
je pense être tous, que vous connaissez tous, c'est bon, l'évolution démographique. Il y a notamment le vieillissement, l'allongement de la vie, les modes de vie également. On parle d'iPad, d'Internet, tout ça, ça a vraiment complètement modifié les modes d'utilisation de l'habitat. C'est aussi bien sûr l'évolution constante, permanente et très rapide de toutes les technologies du numérique et leurs applications donc dans le domaine du bâtiment. Alors vous avez sans doute entendu parler de tout ce qu'on appelait la domotique, qui est censé permettre de mieux gérer son utilisation, l'utilisation du bâtiment. Et puis c'est tout l'aspect réglementaire qui est de plus en plus contraint. Alors il y a un exemple que vous connaissez peut-être également, c'est les fameux bâtiments à basse consommation. On en a de plus en plus d'exemples de mise en œuvre. Et puis les BPOS, alors ce sigle un peu barbare, c'est les bâtiments à énergie positive. Ça veut dire que la réglementation, je vais être un peu barbant peut-être, mais la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012, va imposer à partir de 2020 à tous les bâtiments neufs de respecter ce label de BPOS. Alors c'est faisable, il y a un certain nombre de réalisations qui existent actuellement, c'est vraiment tout au début. Donc ça c'est le contexte général dans lequel on se situe, et puis il y a un contexte régional qui est aussi existant. D'abord c'est l'existence de besoins spécifiques. Alors j'ai cité celui-là parce que je pense qu'il est très illustratif des besoins régionaux, c'est tout ce qui est rénovation des logements miniers. Il y a d'ailleurs un programme 100 000 logements qui est en cours de mise en œuvre, enfin on l'espère, qui va consister à rénover l'ensemble du parc de logements miniers, et sans doute pas seulement. Il existe aussi des compétences. On en a vu quelques-unes, alors ça je préciserai peut-être tout à l'heure, des compétences dans tous les domaines, que ce soit les compétences techniques, scientifiques, technologiques. Et quand je dis scientifiques, c'est pas seulement les techniciens au sens sciences dures, excusez-moi du terme, mais aussi d'autres sciences que sciences humaines et sociales. Et puis, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises depuis un certain nombre de temps par le pôle INOTEP dont vous a parlé Léonard, mais aussi par la région, par les laboratoires. On l'a vu aussi à travers les exemples. Il y a pas mal de projets qui sont en cours sur ces thématiques. Et puis aussi par les établissements de formation qui se sont rendus compte qu'il y avait besoin de former les gens capables de mettre en œuvre ces futurs bâtiments. Alors par contre, il y a un point un peu plus négatif qui est c'est un secteur très hétérogène. Pour l'instant, cette notion de filière n'existe pas. D'ailleurs, une première tâche du cluster, elle est en cours, c'est d'identifier et de caractériser un peu qu'est-ce qu'une filière habitat bâtiment intelligent dans une région et plus largement dans d'autres territoires. Donc c'est aussi ce contexte régional qui nous a amené à lancer cette idée de cluster. Alors, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de ne pas recréer une structure ou un machin supplémentaire. D'ailleurs, on n'a pas de statut juridique en tant que tel. On est porté par le pôle INOTEP. Alors, l'action, elle a plusieurs objectifs. Elle a des objectifs évidemment économiques. Ça, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un des premiers objectifs qui a été proposé et présenté. Donc, fédérer les acteurs, les identifier et les fédérer. Ça, c'est important. Et puis, en conséquence, essayer d'améliorer leur compétitivité. Un deuxième aspect, c'est évidemment l'aspect sociétal, puisqu'on cherche à répondre à des besoins de la population. Et c'est donc d'offrir à la fois des réponses, mais aussi des services. Alors, bien sûr, aux professionnels, par exemple aux artisans notamment, en termes de formation, en termes de veille technologique, mais aussi aux usagers que nous sommes tous. Si nous avons à mettre en place une installation domotique, c'est pas forcément aussi simple que ça si on veut la faire d'une manière intelligente. Alors, il y a 4 thèmes qu'on a retenus, qui sont à la fois restrictifs, mais aussi assez larges. Alors, il y a un premier thème qui est l'autonomie et le bien-être à domicile. Et tout à l'heure, en entendant les exposés sur la partie robotique et sur la partie application sur la lecture, apprentissage de lecture, reconnaissance de la lecture ou des mots, eh bien, c'est deux types d'applications qui rentrent complètement, à mon avis, dans ce cadre de l'autonomie, du bien-être et plus globalement peut-être du service à la personne.
Autre thème effectivement d'actualité, mais qui prend beaucoup d'importance et qui en prendra encore de plus en plus, c'est tout ce qui est gestion énergétique, maîtrise énergétique. Alors maintenant, on parle de pilotage maîtrise, donc pilotage de l'énergie, et pas seulement localisé au bâtiment, mais aussi localisé à des îlots, à des quartiers, etc. Alors deux autres thèmes qui sont un peu corollaires, c'est bien sûr la notion de confort. Mais quand on fait la gestion de l'énergie, on vise aussi le confort. Et puis la sécurité, à la fois de la personne et du bâti. Alors quelle était la... 2 minutes, ça va aller. Donc, je lui avais dit, je suis très bavard. Hein. La démarche qu'on a retenue, c'est ce qu'on a appelé la fabrique à projet. Alors, le principe, c'est quoi? C'est dire que le cluster, c'est d'abord le réseau d'acteurs, et avec une approche multidisciplinaire forte et centrée sur l'usager. Ce qui nous a semblé, c'est que bien souvent, l'usager, il est mis en bout de course et il n'entre pas dans le cycle de conception. Alors, c'est pas forcément complètement vrai partout, mais dans le secteur du bâtiment, ça restait encore un peu limité. Et puis, c'est aussi mettre à disposition des entreprises et des usagers un environnement d'innovation. Alors, ça, c'est pour pouvoir tester et vraiment faire de la co-création sur des produits et des services. Alors, comment ça fonctionne? Ça a commencé à fonctionner. Donc, on retrouve bien sûr le réseau d'acteurs. On retrouve aussi des services qui sont en train d'être mis en place actuellement. Et puis, un certain nombre de groupes de travail. Il y en a 4 actuellement, notamment, par exemple, sur la veille stratégique, que j'anime d'ailleurs avec Léonard, de manière à favoriser la constitution de groupes de projets. Alors, le rôle du cluster, c'est pas de gérer les projets à la place des acteurs impliqués, mais c'est de favoriser, de les aider. Par exemple, monter un projet, on parlait tout à l'heure des problèmes juridiques de montage de projet, le rôle du cluster, ça pourrait être en particulier d'aider à ces montages de projets. Alors, tout ça devant, évidemment, aboutir à un certain nombre de produits et de services innovants. Alors, le réseau d'acteurs, je vais aller très vite, vous voyez que c'est relativement étendu. Pour l'instant, le réseau compte entre 60 et 80 représentants, pas de personnes parce qu'on a des représentants de collectivités territoriales, évidemment ça représente plus de personnes, mais donc c'est assez large, justement dans cette optique de multidisciplinarité des projets qu'on cherche à mettre en place. Alors, quelques projets existants. Un projet qui est celui des communes de Domarois, qui est un centre de service à la personne, donc qui vise à mettre en place un centre de télétravail. Là, c'est ici d'Artois-Lens. Alors ça, ce sont des projets qui ont, en particulier celui d'Artois-Lens, qui avait déjà démarré avant la mise en place du cluster. Et puis un projet qui est un des projets, parce que ma collègue Laco va vous en présenter un autre, auquel participe la Mèche, qui est un projet sur la gestion des charges dans le logement locatif. Et puis il a manqué. Trahi par le temps, peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Donc les perspectives, je terminerai là-dessus très rapidement, c'est bien sûr de continuer à développer le cluster, donc développer la participation des entreprises, des laboratoires, des associations qui sont concernés. C'est aussi, bien sûr, développer les projets. Alors, on va beaucoup parler de projets, des projets de l'ANR. Pour les laboratoires, c'est important parce que c'est quand même une source non négligeable de financement quand on arrive à décrocher un projet. Alors, c'est aussi des projets régionaux. Donc, la région a cofinancé 5 ou 6, Marc, tu corriges si je dis une bêtise, de projets qui ont démarré, dont celui que j'ai cité avec la Mèche, celui que vous présentera un collègue. Et donc, ça, c'est aussi important, c'est le développement de ces projets collaboratifs qui est quand même un des objectifs importants du cluster. Et puis, bien sûr, mettre en place les services dont je vous ai parlé. Voilà, je vous remercie.